L'image mentale classique qu'on se fait d'un immense amphithéâtre sportif de calibre professionnel, ben, c'est assez universel en fait. Ouais, tout à fait. C'est très ancré dans notre imaginaire. On s'attend toujours à une surface de glace étincelante, à l'écho des bâtons de hockey qui s'entrechoquent contre les bandes. Et le bruit de la foule, bien sûr. Ah bah oui, le grondement d'une foule qui hurle pour un but. Par définition, on perçoit ces grandes structures de béton comme, je sais pas, les temples exclusifs du sport physique. C'est un ancrage culturel très fort. La conception même de ces arénas, tu sais, avec leurs gradins abrupts et leur acoustique, conçus pour vraiment amplifier le bruit, Mhm. ça dicte en quelque sorte le type de spectacle physique et agressif qu'on s'attend y voir. D'accord, décortiquons tout ça, parce que si on franchissait les portes de la place Belle de Laval le week-end dernier, donc les 23 et 24 mai 2026, bah, cette image mentale explosait en plein vol. Complètement. Pas l'ombre d'une rondelle. On y trouvait plutôt une mer de circuits imprimés, de capteurs lidar, Et énormément de jeunes. mais tellement, plus d'un millier de jeunes de 4 à 18 ans qui naviguaient dans un chaos d'ingénierie avec, honnêtement, le flegme de vétérans de la Silicon Valley. C'est une bonne comparaison, ouais. C'était le festival de la robotique. Et quand on croise les données récentes et les analyses assez poussées de wikiresidence.ca et d'infodrone.ca, Les deux sources principales de notre exploration d'aujourd'hui. oui, exactement, bah on réalise très vite qu'on ne regarde pas juste une simple foire scientifique de fin d'année. Loin de là, ouais. Notre mission aujourd'hui, c'est vraiment d'analyser comment cet événement sert de cas d'études spectaculaires sur l'économie locale, la densification urbaine intelligente et bien sûr l'incubation de la main-d'œuvre de demain. Ce qui est fascinant ici, c'est la preuve tangible d'une transformation identitaire majeure pour cette région. Tu parles de Laval, là? Ouais. Pendant des décennies, Laval a traîné cette étiquette, assez réductrice, disons-le, de ville dortoir. Ah, la fameuse banlieue où on ne fait que dormir. Voilà. Un endroit qu'on quitte le matin pour aller, genre, innover ou travailler à Montréal, et où l'on revient simplement en fin de journée. Mais les données de ce festival démontrent une inversion totale de cette dynamique. Laval agit maintenant comme un véritable pôle technologique central, un carrefour magnétique qui aspire le talent et le capital humain. Et ce bassin de talent, il faut le dire, était organisé de manière hyper structurée par Robotic First Québec pour clôturer la saison 2025-2026. Tout à fait. On regarde en gros deux grandes ligues. La ligue Lego pour les plus jeunes, avec le thème, attends, c'était quoi le thème? Déterré, Déterré, oui. qui intègre des missions d'archéologie. Et de l'autre côté, le défi techno pour les 12 à 18 ans, avec le défi décoder. Et c'est là qu'on voit l'ampleur du truc, parce que ce défi décodé, il est carrément présenté par RTX. RTX, ouais. Un titan mondial de l'aérospatiale et de la défense. C'est pas rien. Près de 80 équipes s'affrontaient. C'est massif. Mais au-delà des chiffres, ce qui frappe dans les documents, c'est la profondeur de ce qu'ils nomment la capillarité éducative. C'est un excellent terme. Parce qu'on ne parle pas de 2 ou 3 écoles privées ultra financées qui se font compétition entre elles. Non, et cette capillarité est vraiment le moteur même du succès de cet écosystème. La propagation du savoir technique ne s'arrête pas aux frontières socio-économiques habituelles, tu vois. L'accès est beaucoup plus large. Exactement. L'innovation émerge d'un réseau vaste. Si l'on observe la diversité géographique des équipes, on remarque que l'excellence technique se manifeste dans des environnements très variés. Ce qui force une élévation globale du niveau au final. Ouais, ça tire tout le monde vers le haut. Les rapports d'infodrone.ca mettent d'ailleurs en lumière des cas hyper spécifiques. L'école secondaire Saint-Laurent, par exemple, Ah oui, eux. ils se sont démarqués par la robustesse de leur programmation autonome. Faut qu'on s'arrête là-dessus un instant. C'est bluffant. On parle d'adolescents, là. Des jeunes qui écrivent des algorithmes en C++ ou en Python pour que des machines de genre plusieurs dizaines de kilos prennent des décisions de navigation en temps réel. Sans qu'un humain ne touche à une manette. Zéro intervention humaine, en se basant uniquement sur la télémétrie de leurs capteurs. C'est carrément le genre de logique qu'on retrouve dans l'industrie automobile autonome aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'aspect logiciel est souvent sous-estimé dans ces événements, par le grand public du moins, mais il est crucial. Ouais, c'est pas juste des boulons et des moteurs. Non, écrire un code qui, par exemple, compense les variations de lumière sur la capteur optique, ou le glissement d'une roue sur le tapis de l'arène, c'est de l'ingénierie de contrôle pure. Impressionnant. Et le corollaire de cette performance logicielle, c'est l'exécution matérielle, illustrée entre autres par le collège Stanislas.
Ah oui, le design industriel. Exact. Leurs robots ont été remarqués pour leur précision chirurgicale. Ils ont intégré très jeune le fait qu'un prototype, ça doit pas seulement fonctionner en laboratoire. Ça doit résister au monde réel. Exactement. Sa conception physique doit être optimisée, résiliente et même, d'une certaine manière, esthétique pour être viable. C'est la convergence parfaite entre la forme et la fonction, quoi. Voilà. Mais l'histoire ne s'arrête pas au Grand Montréal. On a aussi vu une mobilisation massive de l'Académie Sainte-Thérèse, ou encore la résilience du séminaire de Sherbrooke. Et surtout, l'analyse souligne l'incroyable logistique de l'école d'Iberville. Oui, Rouyn-Noranda. Ils ont fait le trajet depuis Rouyn-Noranda. C'est plus de 6 heures de route, ça. Facilement, ouais. Avec du matériel super fragile. Des pièces de rechange et toute une délégation d'élèves et de mentors à gérer. La simple capacité à gérer cette chaîne d'approvisionnement et cette logistique de déplacement, ça transforme cette équipe en une véritable start-up miniature. Avant même d'avoir mis le robot sur le terrain. Exactement. Et le fait qu'une équipe fasse le trajet de l'Abitibi-Témiscamingue jusqu'à la Place Belle, ça valide la pertinence de l'infrastructure d'accueil. L'Arena agit vraiment comme un point de ralliement provincial. Totalement. Mais il faut pousser l'analyse de cette dynamique de start-up un peu plus loin. Ces équipes, elles sont structurées comme des vraies entreprises. Avec des départements distincts, c'est ça? Exactement. Ils ont des ingénieurs mécaniques, des programmeurs, mais aussi des spécialistes du marketing. Ah oui, pour trouver des commanditaires. C'est ça, pour financer la saison. Et des chefs de projet qui gèrent des diagrammes de Gantt pour s'assurer de respecter les délais de construction. Ce qui explique pourquoi des acteurs majeurs, comme l'Agence spatiale canadienne, déploient des kiosques interactifs en plein cœur de l'événement. Tout à fait. J'avoue que j'ai d'abord pensé qu'il s'agissait simplement de relations publiques, tu sais. Une initiative sympa. Ouais, une initiative sympathique pour encourager la jeunesse. Mais en lisant l'implication d'entreprises comme RTX, on comprend vite que c'est pas de la charité. Ils font du repérage précoce de talents, n'est-ce pas? Le retour sur investissement pour ces organisations est incalculable. C'est clair. Les compétences que ces jeunes développent sur le terrain, genre le prototypage rapide sous une pression de temps extrême. L'itération après un échec. Voilà, la capacité à réparer après une casse matérielle ou la résolution de conflits au sein même de l'équipe technique, ce sont exactement les mêmes compétences requises pour concevoir le prochain système satellitaire. Ou optimiser l'avionique d'un avion. Exact. Ces entreprises, elles contournent complètement les processus de recrutement traditionnels. Elles s'insèrent directement dans cet incubateur. Ce qui réduit massivement la friction entre le monde académique et les exigences impitoyables de l'industrie technologique. Exactement. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Ah ouais. Parce que bâtir des robots de niveau industriel, concevoir des stands de marketing, déplacer des dizaines d'équipes à travers la province, tout ça requiert un capital substantiel. L'innovation a un prix. Elle a un gros prix. Et les données économiques de nos sources révèlent que chaque équipe investit annuellement entre 5 000 $ et 15 000 $ en recherche, développement et équipement. C'est une somme importante. Face à un tel chiffre, il est légitime de jouer l'avocat du diable 2 secondes. Un projet parascolaire à 15 000 $, n'est-ce pas le symptôme d'un passe-temps profondément élitiste qui exclut d'emblée les milieux moins favorisés? L'objection de l'élitisme est super valide. C'est un réflexe analytique sain. Mais en fait, l'architecture de financement de ces programmes désamorce ça en grande partie. Comment ça? Mais si on trace la provenance de ces fonds, on s'aperçoit qu'ils ne reposent pas sur la capacité de payer des parents. Ah, d'accord. L'écosystème est soutenu par des subventions éducatives massives et surtout des partenariats corporatifs mondiaux. Les rapports citent explicitement Google.org, Rockwell Automation et Littelfuse. Donc c'est l'industrie qui paye. Ouais, l'argent injecté par ces géants se transforme en un puissant levier d'équité pour ces jeunes. Donc si je comprends bien, cet argent de la Silicon Valley ou des grands industriels atterrit dans les comptes d'écoles québécoises. Tout à fait. Et ensuite? Cet afflux de dizaines, voire de centaines de milliers de dollars ne dort pas dans un coffre. Non, il stimule activement une chaîne d'approvisionnement technologique hyper spécifique. Oui, ces jeunes achètent du matériel. Ils achètent des microcontrôleurs, des actionneurs, de l'aluminium profilé, des matériaux composites. Ce qui génère une demande durable pour des fournisseurs technologiques locaux et internationaux. C'est l'économie du savoir en pleine action. Et la vélocité de ce capital, elle est juste impressionnante. C'est clair. Mais l'impact économique ne se limite pas à la quincaillerie technologique. Il y a aussi l'effet d'entraînement physique de l'événement lui-même. L'aspect touristique, intéressant. Ouais.
Les analyses mentionnent que le festival a attiré plus de 5000 visiteurs sur le week-end, avec un flux quotidien dépassant les 2500 personnes, opérant de 8h30 à 17h30 le samedi et jusqu'à 16h30 le dimanche. Et 2500 personnes par jour, ça ne se contente pas de regarder des robots, on s'entend. Non, ça consomme. Exact. Le rapport illustre bien comment cette masse critique a saturé, de manière extrêmement positive, ce qu'on appelle la cité de la culture et du sport de Laval. Avec des retombées directes. Ben oui, quand l'équipe de Rouyn-Noranda ou de Sherbrooke arrive, elle doit se loger, se nourrir, se déplacer. L'effet domino est fascinant. L'ingénierie d'un adolescent de la BTB finit littéralement par payer le salaire d'un employé de la restauration dans le centre-ville lavallois. Ou remplir les chambres des hôtels adjacents. Exactement. Ce phénomène, ça démontre vraiment la viabilité de l'économie événementielle liée au tourisme intellectuel. Par opposition au tourisme purement récréatif ou sportif. Voilà. Cependant, l'injection soudaine de milliers de personnes et d'équipements lourds dans un tissu urbain soulève immédiatement un enjeu critique de planification. Ah, la logistique urbaine. Ouais. Sans une infrastructure adéquate, un tel afflux générerait une congestion routière paralysante, quoi. Un chaos qui annulerait les bénéfices économiques. C'est là que l'analyse urbaine de wikiresidence.ca prend tout son sens en évoquant le concept de capillarité des transports. Un concept clé. Et plutôt que d'utiliser la métaphore habituelle des artères et du système sanguin, Qui fait un peu cours de biologie. exactement, moi j'aime mieux voir le pôle Montmorency comme la carte mère d'un ordinateur. Ah, j'aime bien ça. La place Belle, c'est le processeur central. Et les lignes de métro et d'autobus, notamment la ligne Orange, la STL et le réseau EXO, ce sont les bus de données. Qui transfère l'information. Oui, mais dans ce cas-ci, l'information, c'est le talent, les visiteurs, le capital. Et ils transfèrent ça directement au cœur du système avec une latence quasi nulle. Les délégations montréalaises n'ont pas eu à affronter les ponts en voiture, tu sais. Elles ont été acheminées sans friction. Et si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, cette absence de friction logistique, c'est la définition même de la densification urbaine intelligente. On ne parle pas simplement d'empiler des tours de béton, donc. Non. On parle de concevoir des espaces où la mobilité lourde et l'accès à la culture de calibre international sont intimement liés, et ça produit des externalités inattendues. Sur l'immobilier, notamment. Exactement, sur le marché de l'immobilier résidentiel environnant. Voilà une corrélation que je n'aurais pas faite immédiatement. On part de capteurs infrarouges sur des robots et on atterrit sur la valeur perçue des condos à Laval. C'est fou, hein? Mais la mécanique derrière ça est super logique au final. Un acheteur ou un locataire ne valorise plus uniquement la superficie de son logement ou la présence d'un stationnement privé. Non, les priorités changent. Il valorise l'intégration de son lieu de vie à un pipeline d'événements de premier plan. Le paradigme de l'évaluation immobilière évolue. La proximité immédiate d'une infrastructure capable de catalyser la présence de l'Agence spatiale canadienne et d'attirer l'élite technologique de la province. Ça devient une primocate de vie. Exact. Habiter dans cette zone, c'est bénéficier d'un accès piétonnier à une programmation qui stimule l'économie locale sans subir les nuisances d'une dépendance automobile. C'est le rêve urbain. C'est un indicateur clé de la vitalité à long terme d'un quartier. On voit donc très clairement comment l'infrastructure d'aujourd'hui, tu sais, le béton et les rails financés il y a des années, soutiennent la génération actuelle. Mais la beauté de la chose, en fait, c'est la réciprocité de cette relation. Le festival prépare littéralement les esprits qui concevront les infrastructures de demain. Absolument. L'événement décortiqué par nos sources ne s'arrête pas à la prouesse mécanique. Il y a une dimension philosophique intégrée directement dans le système de Pointail, avec le prix du développement durable. Et l'intégration de ce prix est fondamentale pour orienter la réflexion de la relève. Qu'est-ce qu'il récompense exactement, Sam ? Il récompense la maîtrise de la triple performance, c'est-à-dire les personnes, la prospérité et la planète. Waouh, ok. On force ces jeunes esprits à réaliser que l'optimisation d'un système ne se résume pas juste à sa vitesse d'exécution ou à sa rentabilité financière. C'est une vision beaucoup plus holistique. Oui, la provenance des matériaux, le cycle de vie des composants et l'impact de l'équipe sur son tissu social deviennent des métriques de succès aussi importantes que de gagner le match sur le terrain. Ce type de réflexion systémique, c'est exactement ce dont nous avons besoin pour relever des défis contemporains complexes, comme l'aménagement des villes éponges. Les fameuses villes éponges, oui. On force ces jeunes à concevoir des infrastructures urbaines qui sont capables d'absorber organiquement les précipitations extrêmes via des écosystèmes perméables. Plutôt que de s'acharner à construire des canalisations de béton massives. Exactement. Des canalisations qui finissent irrémédiablement par déborder sous la pression des changements climatiques. De toute façon,
C'est un changement de posture radical. On ne lutte plus contre l'environnement, on s'y intègre. Et cette capacité à repenser les systèmes complexes, elle trouve son origine dans un autre concept clé qui était omniprésent durant ce festival, la coopétition. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Ce mot valise, qui fusionne coopération et compétition, il semble presque antinomique. À première vue, oui. Comment une équipe peut-elle en même temps tenter de détruire le pointage de son adversaire sur le terrain, tout en collaborant activement avec lui en coulisses? Et surtout, en quoi cette dynamique défie-t-elle les modèles d'affaires darwiniens auxquels l'industrie nous a habitués depuis un siècle? C'est fascinant parce que le modèle industriel classique du XXe siècle, il reposait vraiment sur l'annihilation du concurrent pour s'accaparer les parts de marché. Le monopole, quoi. Voilà, le secret industriel était absolu. Mais dans les puits de la Place Belle, la mécanique est radicalement différente. Comment ça se traduit concrètement? Bah, si une équipe voit le microcontrôleur de son adversaire principal grillé à quelques minutes d'un match crucial, elle ne va pas célébrer une victoire par forfait. Non. Non. Ses propres ingénieurs vont traverser l'allée, apporter des pièces de rechange de leur propre inventaire et même aider à réécrire les lignes de code défectueuses pour s'assurer que l'adversaire puisse compétitionner à son plein potentiel. C'est incroyable. L'objectif n'est donc pas de gagner parce que l'autre a trébuché sur un problème technique. Exact. L'objectif, c'est de mesurer sa propre excellence contre la meilleure version possible de son rival. L'élévation du niveau global bénéficie à l'ensemble du réseau, en fin de compte. C'est très sain comme approche. C'est l'essence même du développement des normes open source dans l'industrie technologique actuelle. Mhm. Face à des enjeux globaux extrêmement complexes, qu'il s'agisse de la transition énergétique, de la résilience des chaînes d'approvisionnement ou de l'adaptation climatique, le protectionnisme technologique isolé est voué à l'échec. La coopétition devient la seule voie viable. Exactement. Et ces jeunes de 15 ans intègrent déjà, comme une norme comportementale de base, qu'on peut se battre férocement pour une part de marché, tout en partageant des protocoles fondamentaux pour faire avancer la société dans son ensemble. C'est rassurant pour l'avenir en compilant les analyses d'infodrone.ca et de wikiresidence.ca. Le portrait global qui émerge est vraiment saisissant. Très riche, oui. Si l'on s'arrête à la surface des choses, on ne voit qu'un tournoi de robots amusants pour des enfants surdoués. Mais en profondeur, ce festival de la robotique à Laval, c'est l'intersection parfaite entre la formation accélérée d'un capital humain d'élite, une planification urbaine stratégique axée sur la mobilité lourde et un développement économique local vraiment tangible. C'est l'écosystème entier qui fonctionne à plein régime. Absolument. Cela soulève d'ailleurs une question importante, qui émerge assez naturellement quand on observe les ramifications de cet événement. Laquelle? Historiquement, nous avons toujours justifié la construction d'infrastructures massives comme la Place Belle par le divertissement sportif et la présence d'équipes professionnelles, n'est-ce pas? Oui, les matchs de hockey, les concerts. Voilà. Mais si de telles arénas peuvent agir avec autant d'efficacité comme des catalyseurs intellectuels, ne sommes-nous pas à l'aube d'une redéfinition totale de leur vocation publique? Waouh! C'est-à-dire que le succès d'un amphithéâtre ne se mesurerait plus au nombre de bannières sportives accrochées au plafond, mais plutôt à sa capacité à incuber l'économie du savoir? Exactement. Un espace où l'architecture et l'urbanisme se mettent directement au service du capital intellectuel d'une région entière? C'est une toute autre manière de voir les choses. C'est une perspective fascinante qui renverse complètement la manière dont les municipalités devraient envisager le retour sur investissement de leurs espaces publics. Il y a définitivement la matière à repenser fondamentalement la conception de nos villes. C'est ce qui clôture cette exploration en profondeur pour aujourd'hui.